Alors ça, on l'a bien vu, évidemment, la thématique du pouvoir d'achat, elle s'est imposée en France, ça a été l'un des principaux sujets de cette campagne présidentielle. Premier tour et second tour aussi, et le problème n'est pas que chez nous, évidemment. On a eu ce chiffre de l'inflation américaine qui est tombé hier, 8,5% de hausse en rythme annualisé au mois de mars. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On comprend mieux maintenant les minutes de la Fed, le compte-rendu de la Fed qui évoquait l'idée de durcir le ton sur cette question, encore une fois, des hausses de taux d'intérêt qui nous intéressent. Et ça avait jeté un froid, c'était la semaine dernière. Ils avaient déjà les chiffres de l'inflation? Non. En tout cas, je pense qu'ils avaient des indicateurs performants. Mais on lisait dans ces minutes de la Fed, de nombreux participants ont souligné qu'une ou plusieurs hausses de 50 points de base, un demi-point de pourcentage, pourraient être appropriées lors de réunions futures, en particulier si les pressions inflationnistes restent élevées ou s'intensifient. Oui, les pressions inflationnistes, elles restent élevées avec la publication de cet indice, l'indice CPI. Je le refais à chaque fois, ce n'est pas l'indice PCE sur lequel s'appuie la Fed. Il est jugé un peu plus volatile. Il n'empêche Lequel est plus volatile? CPI? Le CPI. Ouais. Il n'empêche qu'en mars, vous l'avez dit, en rythme annualisé... 8,5%. Voilà. 8,5%. Et voilà. Et en rythme mensuel, plus 1,2%. C'était en rythme annualisé, plus 7,9% en février. Donc ça continue à augmenter. Et David, tenez-vous bien, c'est la plus forte progression en rythme annuel depuis décembre 1981, ça ne nous rajeunit pas. J'avais encore des cheveux sur la tête et François Mitterrand était président. Tout ça pour dire qu'on est quand même sur des records historiques. Et derrière ce prix, il y a bien sûr, ça vous fait marrer, il y a l'essence d'un contexte géopolitique ultra tendu, l'invasion russe en Ukraine. Les prix de l'énergie, quand même, plus 11%. 11% sur un mois, ce qui est quand même assez dingue, plus 32% en rythme annualisé. Ouais. Ça laisse quand même assez rêveur ou cauchemardé. Oui, mais j'ai envie de dire en même temps, les marchés américains finalement ont plutôt bien digéré la nouvelle hier. Ils étaient même en hausse, figurez-vous, les marchés américains. Ils ont terminé en baisse, mais parce qu'on va voir ce qui s'est passé en cours de séance. Et oui, ils étaient même en hausse parce que qu'est-ce qu'ils sont allés regarder? C'est toujours cette capacité fascinante des marchés à se projeter au-delà et à voir ce qui va se passer le jour d'après, on va dire, ou en tout cas les mois suivants. Ils sont allés regarder l'indice CPI Core, le fameux indice CPI Core, c'est-à-dire celui moins volatile dont on enlève notamment l'alimentation et l'énergie. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors, ils ont vu qu'il augmentait de 0,3% sur un mois, et c'est moins que le plus 0,5% qui était attendu, là aussi sur un mois. Ça nous fait quand même, David, du plus 6,5% sur, là aussi, en rythme annualisé. C'est pour le corps? Pour le corps, quand même. Ce qui reste quand même pas mal. Plus forte augmentation depuis août 1982, ça nous rajeunit à peine plus. Et il y avait finalement ce petit discours qu'on commence à voir, dire ça y est, ce fameux pic d'inflation dont on parle, c'est peut-être bien là, on plante notre petit drapeau, le plus dur est peut-être passé parce que, hors élément volatile, finalement l'inflation, en tout cas déjà, autre élément à noter, alors que jusqu'à présent on était plutôt surpris par les chiffres d'inflation qui étaient supérieurs aux prévisions. C'est le cas aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'on est grosso modo pour le CPI, c'était un petit peu plus élevé, mais voilà, et puis sur les CPI Core, on a eu plutôt une bonne surprise. Jusqu'à ce que, parce qu'on a quand même terminé dans le rouge, quand même, Lael Brainard, qui bientôt qui est un responsable, futur vice-président de la Fed, nous disent attention, il va falloir la nécessité pour la Fed de lutter promptement contre la hausse de l'inflation. Donc là où les marchés, eux, se disaient ça y est, finalement le cap est franchi. On a franchi le col. La Fed est venue rappeler qu'elle ne voyait pas forcément les choses de la même façon. Ce qui a, du coup, les rendements américains s'étaient un peu calmés après les chiffres de l'inflation, puis ils sont remontés. On est à 2,80, pas loin, non? À peu près. Et puis la bourse a fini en légère baisse après ce discours. Beaucoup d'experts disent si ça continue d'augmenter, les prix aux États-Unis, on va aller vers les 2 digits, vers les chiffres d'inflation à 2 chiffres. Et pourquoi pas 10%? On se dit oui ou on se dit non? Si on regarde ce qui s'est passé hier, ou en tout cas la conviction qu'en ont désormais les marchés investisseurs, c'est plutôt non. C'est se dire, on a passé le cap, on a quand même un scénario, notamment des experts d'UBS, qui fait un joli chapiteau dans lequel on était à 8,5% au top, et puis on serait à 8 en avril, à 7,2 en mai, en 6,5% en juin. D'autant que le pétrole a rebaissé. D'autant que le pétrole a rebaissé, effectivement. Ce qui est sûr, c'est que 10%, a priori, ce n'est pas le scénario de consensus. Par contre, est-ce que c'est pic? Est-ce que c'est un pic ou est-ce que c'est un plateau? Il faut quand même voir les autres composantes des prix. Prix de l'alimentation qui a augmenté de 8,8% en un an. Véhicules neufs, 12,5%. Véhicules d'occasion, 35,3%.
3%. Non, aux États-Unis, le prix des meubles, 17%. Je pourrais les égrener. On parle aussi. Quand l'occasion coûte plus cher que le neuf. Également, le prix des services qui continue à augmenter aux États-Unis. Il n'y a pas que les produits. On peut parler aussi du prix des loyers. Des loyers qui a nettement progressé, qui dans certaines villes fait du 20-30% sur un an. Donc on voit qu'il y a une diffusion de la hausse des prix qui est assez générale. Alors 10% peut-être pas, mais sur un plateau d'inflation élevée, ça c'est beaucoup plus crédible. Bon, et si Wall Street semble un petit peu rassuré, le président Joe Biden, président américain, lui, il faut qu'il rassure Main Street, il faut qu'il rassure Mr. Smith. Oui, parce que c'est tout son problème à Joe Biden. Il y a certes le problème des marchés, mais il y a aussi le problème du consommateur américain qui met de plus en plus de dollars dans le réservoir de sa voiture. Les prix de l'essence, c'était plus 48% en un an. 48% aux États-Unis, on n'a pas l'habitude. C'est 1 euro le litre. C'est 4,30 le 4,30 le gallon. Alors, je vous laisse faire la conversion. Oui, ça fait 1 euro le litre, ça va, ils sont pas à plaindre. Surtout, l'essence est moins taxée. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça baisse la cote de popularité de Joe Biden, qui est vers les 41%. On le voit. Il a les midterms qui arrivent dans 7 mois. Il a également un sondage qui expliquait que 2 Américains sur 3 disaient souffrir de l'inflation et que près de 7 sur 10 expliquait que c'était sans doute qu'il n'en avait pas fait assez, que Joe Biden n'avait pas fait assez. Les républicains appellent ça l'inflation Biden. L'inflation Biden. Donc ça, c'est vraiment un clou dans sa chaussure. La porte-parole de la Maison-Blanche avait prévu, ils avaient essayé une petite opération déminage avant la publication des chiffres. Jen Psaki qui avait dit que les chiffres de mars devraient être extraordinairement élevés. Donc on a vu Joe Biden qui sonnait la mobilisation générale contre l'inflation, avec notamment des mesures qui vont arriver. Vous l'avez vu, la plus symbolique, c'était sans doute celle de pouvoir mettre un petit peu d'éthanol, puisque c'est interdit un petit peu d'éthanol dans l'essence de façon à faire baisser un petit peu le prix du gallon. Mettre de l'éthanol cet été, puisque généralement il y a une période dans laquelle c'est interdit. Là, il voudrait ouvrir. Et puis Joe Biden qui plonge, si je puis dire, dans les réserves stratégiques américaines, là aussi pour tenter de faire baisser le prix à la pompe. Et oui, et c'est pas rien. Bon, pour finir, on se dit quoi? On se dit qu'en termes d'inflation aux États-Unis, on a passé le pic, on n'en est pas loin, ou est-ce qu'on n'est pas du tout tiré d'affaire? Eh bien, on l'a dit, on voit quand même une inflation qui est largement diffusée dans plein de sphères de l'économie, que ce soit dans les biens et les services. On a quand même encore, on a longtemps dit, bon, c'est lié au Covid, la crise Covid, les goulets d'étranglement, etc. On voit encore qu'il y a quand même, ça perdure. Accessoirement, on reconfine en Chine de façon assez majeure. On a toujours un conflit ukrainien qui n'est pas prêt de trouver une solution. Donc quand même suffisamment d'éléments qui nous laissent à penser que l'inflation, ça va rester un vrai problème. Attention aussi aux anticipations d'inflation. Les petits patrons américains notamment commencent à dire que c'est leur sujet le plus préoccupant. À côté de ça, vous avez une équation qui va devenir, on le fait un peu à chaque fois, mais c'est vrai, très compliqué pour la Banque centrale américaine qui nous dit qu'il faut qu'elle commence à resserrer. Mais attention, là, il va falloir qu'elle jongle entre resserrer trop fortement et puis pénaliser la croissance ou ne pas réussir complètement à juguler l'inflation. Donc le scénario, le consensus sur lequel tout le monde est à peu près d'accord et qui revient et qui persiste après ces chiffres, c'est que l'inflation restera significativement plus élevée qu'avant la crise. Oui. Et ça, pendant c'est une quasi-certitude. 2022 et peut-être encore aussi 2023. Oui, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Salut.